Il est l'heure du journal sur Green TV International. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. La Tanzanie se présente comme la prochaine plaque tournante de l'énergie du gaz naturel en Afrique. Avec un gisement de 44 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel, ce pays compte sur cette richesse comme alternative aux énergies traditionnelles. Le président de la COP28 et le chef de l'ONU Climat appellent le monde à entrer dans la phase terminale de l'ère fossile à la conférence de Dubaï. Les détails dans cette édition. Et c'est désormais officiel, l'année 2023 est la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. L'observatoire européen Copernicus vient de confirmer cela alors que l'année n'est pas encore terminée. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Les gouvernements africains cherchent des sources d'énergie alternatives aux énergies traditionnelles. Selon la Banque mondiale, la Tanzanie dispose de 45 milliards de mètres cubes de gisements de gaz naturel, ce qui est suffisant pour couvrir la consommation intérieure du pays et de faire de la Tanzanie la prochaine plaque tournante du gaz naturel en Afrique. Dans cette optique, le pays voit plus loin en envisageant l'éthanol comme forme d'énergie alternative. Irène Papadina nous en dit plus. La Tanzanie va plus loin en termes d'approvisionnement énergétique. En effet, le pays envisage d'utiliser l'éthanol, un composant pétrochimique synthétique qui peut également être obtenu par la fermentation de levure pour s'approvisionner en électricité. À l'occasion d'une rencontre avec des investisseurs vendredi dernier, Doto Makesha Biteko, ministre de l'Énergie, a déclaré que la Tanzanie s'efforçait de diversifier son bouquet énergétique afin d'améliorer l'approvisionnement et de protéger l'environnement. Le pays s'appuie sur plusieurs ressources énergétiques pour sa production d'électricité. Selon le centre d'investissement, environ 45% de l'électricité du pays provient des barrages hydroélectriques. Cependant, les faibles pluies de ces dernières années ont entraîné des pénuries d'eau qui ont affecté les tribunes produisant de l'électricité. La Tanzanie s'est donc engagée à s'investir dans des mesures visant à créer un mix énergétique qui garantira une disponibilité fiable de l'électricité pour l'économie. Cela implique la promotion d'une utilisation accrue des technologies d'énergie renouvelable, du gaz naturel et d'autres sources d'énergie disponibles, y compris le charbon et la géothermie. En 2021, l'approvisionnement total en électricité de la Tanzanie était de 1605,86 MW. Le pays est doté de diverses sources d'énergie, notamment la biomasse, le gaz naturel, l'hydroélectricité, le charbon, la géothermie, l'énergie solaire, l'éolienne et l'uranium, dont une grande partie n'est pas exploitée. Le ministère de l'Énergie indique que les sources d'énergie commerciales telles que le pétrole, l'électricité, représentent respectivement environ 8% et 1,2% de l'énergie primaire utilisée. À l'heure actuelle, 21% de la population, dont 7,4% dans les zones rurales, ont accès à l'électricité. Les déchets plastiques échappent au contrôle en Afrique, où ils augmentent plus rapidement que partout ailleurs sur la planète, selon une estimation des Nations Unies. Selon l'organisation, si la tendance à la consommation ne s'amoindrit pas, la région devrait produire 116 millions de tonnes de déchets plastiques par an d'ici 2060. Plus de détails dans ce commentaire signé Irène Papadina. En l'absence de règles et de réglementation mondiale, les habitants des pays en développement subissent de manière disproportionnée les conséquences de la pollution plastique sur l'environnement et sur la santé. Pour enrayer cette pollution, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a adopté le 28 novembre dernier une série d'initiatives pour lutter contre la pollution par les déchets plastiques. La signature du mémorandum sur le projet de règlement relatif à l'harmonisation de la réglementation des produits plastiques et à la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques dans les États membres de la CEDEAO devrait permettre de mieux lutter contre la pollution. En effet, près de 80% des déchets plastiques mal gérés dans les zones côtières ouest-africaines posent des défis croissants aux populations, aux économies et à l'environnement côtier et marin.
Selon certains experts, cette situation résulte du boom démographique dans les zones côtières où vit un tiers de la population ouest-africaine, au développement de la société et de consommation. Selon les données officielles, en 2018, 6,9 millions de tonnes de déchets plastiques ont été rejetés par les océans par les 17 pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Et selon les Nations Unies, la région devrait produire 116 millions de tonnes de déchets plastiques par an d'ici 2060. Pour inverser la courbe, les experts appellent les États africains d'améliorer leur gestion des déchets plastiques. Au Maroc, après l'inauguration de l'autoroute de l'eau Sebou-Bourébeg en août 2023, la régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Fès veut lutter contre la pollution par les marines dans la région de Fek-Meknès en amont du barrage de Sebou. Ce liquide noirâtre, issu de l'extraction de l'huile d'olive, est à l'origine de la pollution des cours d'eau. Alexandra Adekobi. Afin de préserver les ressources en eau disponibles, le Maroc mise aussi sur la dépollution en amont. C'est dans cette optique que la Régie autonome de la distribution d'eau et d'électricité de Fès a lancé récemment un projet de lutte contre la pollution par les margines dans la région de Fès-Meknès, en amont du barrage de Sebou, où sera pompé l'excédent d'eau pour approvisionner le barrage du Bourg-Greg au niveau du barrage de Sibi, Mohamed Ben Abdallah. En effet, la région marocaine abrite plus de 320 000 hectares d'oliveraies, contribuant ainsi à 38% de la production oléicole totale du royaume. L'huile d'olive est extraite dans quelques 4 810 unités de trituration représentant une capacité de 769 000 tonnes. Le déchet liquide ou margine obtenu lors de cette opération serait responsable de 88% de la pollution industrielle de l'eau à Fès-Meknès. Cette substance noirâtre fortement chargée en matière organique exige une forte consommation d'oxygène, entraînant une eutrophisation des eaux. Les margines réduiraient également la qualité des sols, car contenant des substances toxiques qui se fixent dans le sol et provoqueraient l'arrêt des stations d'eau potable et de la station d'épuration de Fès pendant plusieurs mois au cours d'une année, ce qui cause des préjudices importants à Fès-Meknès dans un contexte marqué par le stress hydrique. Dans la région peuplée de près de 4,3 millions d'habitants, le RAIDIF allouera 548 millions de dirhams marocains, soit 50 millions d'euros à la lutte contre la pollution par les margines. Un bras de fer se tient actuellement à Dubaï, alors que la sortie ou la réduction des énergies fossiles se trouve sur la table des discussions. Une passe d'armes a eu lieu entre le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et le prince saoudien Abdulaziz Ben Salman. Ce dernier fait savoir que son pays s'oppose catégoriquement à la sortie des énergies fossiles. Suivez. Un bras de fer s'installe à la COP28 actuellement en cours à Dubaï. Alors que le sommet sur l'environnement tente de faire inscrire la réduction des énergies fossiles, l'Arabie saoudite et certains pays du Golfe s'y opposent. Le ministre saoudien de l'énergie s'est absolument opposé à un accord portant sur la sortie des énergies fossiles à la COP28, donnant le ton des difficiles négociations qui se déroulent dans la ville des Émirats. La sortie ou la réduction des énergies fossiles comme le pétrole, le gaz ou le charbon sont au cœur de sérieuses discussions aux Émirats arabes unis qui accueillent la 28e grand-messe sur le climat. Les deux options figurent pour l'instant dans la première ébauche du texte, mais le prince d'Arabie saoudite Abdulaziz Ben Salman a affirmé que son pays, premier exportateur de pétrole au monde, n'était absolument pas d'accord. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lui a insisté la semaine dernière sur le fait que la limite 1,5 degré Celsius est tenable uniquement si nous finissons d'arrêter de brûler tous les combustibles fossiles. Le prince saoudien, pour répondre, a lancé un défi à tous ceux qui se disent publiquement devoir sortir des énergies fossiles. Il demande à savoir comment les partisans de la sortie de ces énergies fossiles comptent s'y prendre. Précisons que la Chine et la Russie sont également opposés à toute mention des énergies fossiles dans le texte de l'accord final. Toujours à la COP28, le président de cette COP, le sultan émiratiste Ahmed Al-Jaber, et le chef de l'ONU Climat Simon Stiell appellent le monde à entrer dans la phase terminale de l'ère fossile à la conférence sur le climat à Dubaï. Selon les deux dirigeants, il est responsable d'inclure les énergies fossiles, responsables du réchauffement planétaire dans tout accord final, mais à des degrés différents. Alexandra Adekambi nous en dit plus.
Près de 200 pays ont convenu jeudi dernier de lancer un fonds pour soutenir les pays touchés par le réchauffement climatique à un moment historique du début de la COP 28. L'humanité provoquera son propre déclin final si les gouvernements ne parviennent pas à déclencher la fin de l'ère des combustibles fossiles lors de la COP 28, a prévenu le chef du climat des Nations Unies à l'ouverture du sommet. Pour donner un coup de pouce majeur à ceux qui en paient déjà le prix, les Émirats arabes unis ont lancé un fonds mondial très attendu en cas de catastrophe pour sauver les personnes vulnérables des impacts du changement climatique comme l'effondrement des industries agricoles ou de la pêche. En annonçant que le fonds est désormais opérationnel, les Émirats arabes unis y verront une victoire pour leur présidence qui, jusqu'à présent, a été embourbée dans une controverse sur son vaste pétrole et ses intérêts. L'homme aux commandes, Sultan Al-Jaber, président émirati et président de la COP28, a résisté aux appels à démissionner de son autre rôle de PDG de la compagnie pétrolière ADNOC par crainte d'un conflit d'intérêts. Pour rappeler les impacts actuels du changement climatique, l'Association météorologique mondiale a averti que 2023 serait la plus chaude de l'histoire de l'humanité, ce qui donne une plus grande certitude aux prévisions antérieures du service Copernicus de l'Union européenne. Et même si le lancement du fonds destiné à aider les pays vulnérables à payer les dommages causés par le changement climatique qu'ils ont très peu contribué à provoquer a été célébré, de nombreuses inquiétudes demeurent quant à savoir si suffisamment de pays cotiseront au fonds pour le faire fonctionner. Les experts affirment que des milliards sont nécessaires chaque année pour lutter contre les impacts du changement climatique. La première avancée majeure de la COP28 a été l'adoption d'un fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques dans les pays vulnérables. Une étape positive dans l'espoir de désamorcer les tensions financières entre le Nord et le Sud en parallèle des négociations sur les énergies fossiles. Direction l'Europe pour continuer cette édition. Le Portugal a été exclusivement alimenté par les énergies renouvelables pendant 6 jours au début du mois de novembre dernier, une performance qui peut inspirer d'autres pays. Alors que la décarbonation du système électrique mondial est au cœur des débats actuellement à la conférence sur le climat qui se tient à Dubaï, le Portugal s'est fixé des objectifs ambitieux pour l'avenir. Il s'agit d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et de couvrir 80% de sa consommation énergétique à partir des sources d'énergie renouvelables d'ici 2026. Rafiatou Mberekou pour les détails. Le Portugal est placé sous les projecteurs des médias internationaux une fois de plus par une récente performance énergétique, faisant du pays un exemple à suivre de près dans le processus de décarbonation en marge de la COP28, la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se déroule jusqu'au 12 décembre à Dubaï. Durant plus de 6 jours, en effet, du 31 octobre au 6 novembre, la production d'énergie renouvelable au Portugal a atteint un nouveau sommet de 1102 GWh, dépassant de 262 GWh les besoins de consommation de ce pays de 10 millions d'habitants. Pendant cette période de 149 heures, la précédente record était de 131 enregistrée en 2019. Cet exemple portugais du 100% renouvelable pourrait inspirer bon nombre de 70 000 participants, dont 180 chefs d'État et de gouvernement présents aux Émirats arabes unis pour la COP 28. D'autant que son président Sultan Ahmed Al-Jaber appelle à tripler la capacité mondiale des énergies renouvelables d'ici à 2030. Un vœu partagé par l'Union européenne et les États-Unis pourrait atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le solaire et l'éolien représenteraient la très grande majorité de ce déploiement. Deux secteurs déjà développés au Portugal dont la production d'électricité est l'une des plus décarbonées en Europe. Et le petit pays ibérique s'emploie à rester à la pointe dans ce domaine. Selon Red Energética Nacional, le gestionnaire du réseau de l'énergie portugaise, l'année dernière, l'énergie éolienne a représenté 25% de la consommation, l'hydroélectricité 13%, la biomasse 7% et le solaire 5%. Cette année, entre janvier et octobre, le poids des énergies renouvelables dans la consommation a été de 56%.
Fort de ces bons résultats, le Portugal envisage de réduire ses émissions non plus de 45%, mais de 55% d'ici à la fin de la décennie, conformément à l'objectif européen. Allons sur le continent asiatique. Premier pollueur du monde, la Chine est également un véritable champion en matière d'utilisation des énergies renouvelables. À Shenzhen, dans le sud du pays, tous les transports publics de la ville sont essentiellement à l'électrique. C'est une première grande ville au monde à passer au 100% électrique pour ses bus et les transports publics. Rafitou Mbireko. La pollution des villes chinoises et la prise de conscience de la population des risques pour la santé ont poussé les autorités à accélérer la transition des transports. À Shenzhen, métropole technologique de la Chine, tous les transports publics sont entièrement électriques. Des bus et des taxis roulent à l'électricité et transportent silencieusement leurs passagers sans émission de CO2 ni gaz d'échappement. Shenzhen, avec ses près de 18 millions d'habitants, a été la première grande ville au monde à basculer en 2017 ses bus auto-électriques. La ville limitrophe de Hong Kong où de nombreuses start-up ont leur siège a aussi électrifié la majorité de ses taxis. Après elle, d'autres villes chinoises ont emboîté le pas avec l'objectif d'avoir des transports propres avant 2025. L'exemple chinois montre qu'électrifier rapidement les transports en commun est possible par contraste avec la lenteur de la transition dans les pays occidentaux. Les bus contribuent moins au réchauffement que les voitures et les camions, mais l'Agence internationale de l'énergie estime de même à 5% la réduction potentielle d'émissions due aux bus dans un scénario de neutralité carbone en 2050, sans compter que des bus électriques améliorent immédiatement la qualité de l'air que les habitants respirent. Mais la Chine reste une exception mondiale. Le pays représente plus de 90% des bus et camions électriques dans le monde selon les chiffres de 2021 de l'International Council on Clean Transportation. Pour Elio Richard, expert des véhicules électriques, ce n'est pas une ambition réalisable en un temps record. Selon une étude de la Banque mondiale réalisée spécifiquement sur les bus de Shenzhen, à performance égale, les émissions d'un bus électrique sur l'ensemble de son cycle de vie, en incluant sa fabrication et celle de sa batterie, sont réduites de 52% par rapport à un bus diesel. Cette empreinte carbone prend en compte que la moitié de l'électricité de Shenzhen est générée avec du charbon. Au total, les bus électriques y permettent d'économiser 194 000 tonnes de CO2 par an. La Chine est certes le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre et reste très dépendante du charbon. Mais le pays est également celui qui investit le plus dans les énergies renouvelables. Et pour clore cette édition, retenons que l'année 2023 est officiellement l'année la plus chaude de l'histoire. L'Observatoire européen Copernicus vient de faire l'annonce il y a quelques jours. Son directeur rassure qu'il sera ainsi avec la continuité des émissions de gaz à effet de serre qui provoquent des différentes situations désagréables pour l'humanité. Regardez. 2023 est officiellement l'année la plus chaude de l'histoire. Cette annonce vient du service européen d'observation de la Terre Copernicus. Elle a été faite le 6 décembre dernier, alors que l'année même n'est pas encore terminée et cela confirme les prévisions publiées en octobre dernier. La température moyenne de la Terre est de 1,46 degrés Celsius au-dessus de la moyenne de l'ère pré-industrielle. L'observatoire précise qu'elle est 0,13 degrés Celsius plus élevée que la moyenne des 11 mois de l'année 2016, actuellement l'année civile la plus chaude jamais enregistrée. À l'instar de 5 autres mois de l'année 2023, celui de novembre n'échappe pas au record. Il a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde, avec une température moyenne de l'air de surface de 14,22 degrés Celsius, soit 0,85 degrés Celsius au-dessus de la moyenne entre 1991 et 2020. Novembre 2023 a également été hors norme pour la température à la surface des océans, qui a été en moyenne la plus élevée de tous les mois de novembre. Le directeur de Copernicus, Carlo Buontempo, déclare à ce sujet que tant que les concentrations de gaz à effet de serre continueront d'augmenter, nous ne pouvons pas nous attendre à des résultats différents de ceux observés cette année. Il renchérit en disant que la température continuera d'augmenter, de même que les effets des vagues de chaleur et des sécheresses.
C'est tout pour l'actualité de ce jour. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur votre chaîne Green TV International.